Bâtir ensemble une filière performante. La REP PMCB, donc du bâtiment, c'est d'abord un sujet déchets avant d'être un sujet du bâtiment. L'éco-organisme dans lequel vous allez vous investir, c'est le maillon fort d'une filière. Nous aurons à cœur de faire en sorte que vous soyez, vous, metteurs en marché, au cœur des dispositifs. Je vais dire quelques mots quand même du programme. Alors vous l'avez évoqué, dans un instant, nous allons revenir un peu plus globalement sur le cadre légal et les obligations de la loi AGEC, mais aussi sur les filières REP avec Maître Arnaud Gossement qu'on a le plaisir d'accueillir. Puis ensuite, ce sont des représentants de Valdelia qui vont mieux nous faire comprendre ce que ça représente finalement ces enjeux réglementaires, mais aussi les enjeux administratifs. Et on va voir aussi que ce sont des opportunités pour relever tous ces défis d'avenir. Cet après-midi sera un petit peu différent. Il y aura une série de tables rondes avec, à nouveau, évidemment, des représentants de Valdelia, mais aussi des acteurs engagés du secteur, parce que vous allez le voir, il y a beaucoup de R&D, d'innovation, de partenariat, et c'est ce qu'on va vous montrer aussi. On travaille mieux, comme on dit, ensemble, et donc on va parler cet après-midi beaucoup matière, réemploi, traçabilité et services. Ce seront les grands axes de ces 3 tables rondes. Vous pouvez évidemment, alors ça c'est prévu, poser vos questions, parce que c'est vraiment l'objectif. C'est évidemment pas uniquement ici que ça se passe sur scène, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous passera un micro dans les règles de l'art sanitaire, si je puis dire. Puis si vous voulez parler de cet événement au-delà de ce qui se passe, et vous êtes nombreux et on en est ravis, il y a toujours, vous savez, les réseaux sociaux, Twitter, il y a un hashtag REP Bâtiment Valdelia, donc vous pouvez évidemment tweeter au-delà de cet événement. Allez, on va entrer dans le vif du sujet avec ce débat et cette présentation du cadre légal des filières REP et des obligations de la loi AGEC dont on parlait il y a un instant. Donc j'invite à me rejoindre Maître Arnaud Gossement, je vous en prie. Bonjour. Ah non, ne restez pas coincé sur votre fauteuil. Bonjour Arnaud. Alors vous voulez vous installer ici, comme voilà, par ici, parfait. Donc vous êtes avocat spécialisé en droit public et en droit de l'environnement. On est ravis de vous accueillir ce matin pour nous éclairer sur ce sujet et mieux comprendre les enjeux. Vous allez nous expliquer d'abord en quoi consiste un petit peu cet exposé. C'est un cadre juridique relatif au principe de la responsabilité élargie du producteur, mais aussi aux filières qui existent déjà et à la nouvelle filière qui va voir le jour. C'est bien ça ? Tout à fait. Merci Nathalie Croiset. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre participation. Merci de votre écoute. Donc, je suis effectivement juriste spécialisé en droit de l'environnement. Je suis professeur associé à Paris 1. Et donc, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter le cadre juridique de cette nouvelle filière qui va entrer en vigueur, qui va naître le 1er janvier 2022. C'est la loi qui le précise. Et donc, tout de suite, pour lever une ambiguïté, on ne reviendra pas en arrière, puisque c'est la loi qui le précise. Le gouvernement ne pourrait pas revenir sur cette date du 1er janvier 2022. Donc, c'est pour effectivement demain. Et j'ai donc préparé une petite présentation, j'espère la moins barbante possible, même s'il s'agit de droit, pour vous présenter à la fois le principe de responsabilité élargie du producteur. Beaucoup d'entre vous sont des experts. Je reviendrai sur quelques notions malgré tout. Ensuite, comment il s'est décliné aux différentes filières existantes. Il y en a 21, si je vais de 1992 à 2025. Et évidemment, l'essentiel de l'exposé, ce sera la 3e partie. Il s'agira à ce moment-là de parler de cette filière-là, des déchets, des matériaux de construction du bâtiment. Donc, merci d'avoir posté ce premier diapositive. Je vais essayer de m'en sortir. Voilà, c'est comme ça. Donc là, les 3 parties, je vous en ai déjà parlé. Et donc, on va passer à cette première partie. Alors, n'hésitez pas, si vous le voulez, peut-être à enlever votre masque si vous embarrasse. Vous savez, on a le réflexe. Là, vous êtes à une distance, on va dire, respectable, mais ça va être plus simple pour vous et pour votre exposé. Alors, on va le commencer par un grand retour en arrière, c'est ça ? On va revenir, bon, ça me rajeunit ou ça ne me rajeunit pas, mais en 1975, au 15 juillet 1975. C'est ça, Arnaud ? Exactement. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que ce jour-là, au journal officiel, a été publiée une grande loi, une loi extrêmement importante. Alors, excusez-moi de commencer par du papier jauni. C'est la loi sur les déchets du 15 juillet 1975. C'est une loi qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et pourquoi elle est d'actualité, cette loi ? Parce qu'elle fixe 2 grands principes. Vous ne voyez rien, c'est normal, c'est juste pour donner un effet à l'écran. Premier principe, celui de la responsabilité du producteur de déchets. Deuxième principe, celui du principe de responsabilité élargie du producteur de produits qui va générer un déchet. Donc il faut bien distinguer 2 principes. La responsabilité de celui qui produit un déchet, je prends cette feuille, je la jette, je suis producteur d'un déchet, et la responsabilité de celui qui a
fabriquer la feuille qui va devenir un déchet, le producteur de produits générateur de déchets. Il faut bien distinguer ces deux principes et, en fil rouge pour les distinguer pendant toute cette séance, bien préciser que nous allons parler de déchets. Nous n'allons pas parler de produits. Il faut bien comprendre qu'une filière REP, il s'agit de gérer des déchets et pas de gérer des produits neufs. C'est très important. Le métier d'un éco-organisme, ça ne sera pas de construire un bâtiment, ça sera de gérer la fin de vie du déchet. Et tous les textes que je vais vous présenter sont bien sur la fin de vie, c'est-à-dire sur le déchet. Donc ça, c'est une distinction qui est importante à faire. Et ensuite, sans trop m'appesantir sur ces différents slides, effectivement, je vous propose à la fois de rappeler quel est le contenu du premier de ces deux principes, le principe de la responsabilité du producteur de déchets, sachant que ce producteur de déchets, dès qu'il a abandonné ou eu l'intention d'abandonner un produit, il a produit un déchet et dans la seconde qui suit, dans le millième de seconde qui suit, il est détenteur du déchet. Il en a la garde, la maîtrise, la direction au sens du droit civil. Et donc, le producteur devient détenteur. Et si Nathalie Croiset ramasse cette feuille ensuite, elle devient à son tour détentrice du déchet, et ainsi de suite. Il peut y avoir plusieurs détenteurs de déchets. Donc ça, c'est effectivement très important de rappeler ce principe premier, qui est la responsabilité du producteur de déchets. Responsabilité qui ne s'éteint pas jusqu'à l'élimination finale de ce déchet. Tant que le déchet existe, même s'il est récolté, collecté, traité, etc., le producteur initial du déchet conserve une responsabilité extrêmement importante jusqu'à l'élimination finale de ce déchet. L'une des responsabilités aussi de ce producteur de déchets, c'est de respecter la hiérarchie des modes de traitement. Alors on y pense peu lorsqu'on met un déchet à la poubelle, mais derrière, le fait que ce déchet soit correctement collecté, puis trié, puis traité, c'est une responsabilité du producteur de déchets, sauf si effectivement les pouvoirs publics en ont décidé autrement. Et il faut bien aussi rappeler la notion de déchets ultimes. On le sait, seuls peuvent être éliminés ensuite des déchets ultimes, des déchets qui, en l'état des connaissances scientifiques, ne peuvent rien faire d'autre, l'objet de rien d'autre que d'une élimination. Donc là, ce sont des grandes généralités pour beaucoup d'entre vous. Et voilà, pour certains, juste pour poser le cadre, c'est bien de rappeler quel est le principe premier du droit des déchets. Et je le rappelle dans ces deux premiers diapos. Et à côté de ce principe, dès 1975, par application du principe pollueur-payeur, nous avons le principe de la responsabilité élargie, non pas du producteur de déchets, mais du producteur de produits générateurs de déchets, sachant que l'un des principes n'efface pas l'autre. Les deux principes coexistent. Il y a souvent une confusion en se disant si c'est le producteur qui est responsable, le producteur de déchets ne l'est plus. Faux. Les deux systèmes de responsabilité coexistent en permanence au même moment. Les deux ont une responsabilité. Le fait que l'un ait peut-être commis une erreur n'exonère pas l'autre de sa responsabilité. Et ce que nous dit le droit depuis 1975, c'est que le législateur peut désigner des familles de produits qui relèvent de ce principe de responsabilité élargie du producteur. Mais ce n'est pas le produit lui-même qui va relever de ce principe de la REP, c'est le déchet. Comme je vous le disais en introduction, toujours bien avoir présent à l'esprit que ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est de déchets de produits. C'est vraiment sur le déchet que porte cette responsabilité. Et donc là, vous voyez le 541-10 du Code de l'environnement, c'est un peu dur tôt le matin, j'en ai bien conscience, mais c'est un article très important, c'est l'article chapeau dans le Code de l'environnement de toutes les filières REP. Et donc les principes, les objectifs qui sont fixés au 541-10 irriguent toutes les filières REP, qu'il s'agisse par exemple des déchets d'éléments d'ameublement, des déchets de fusées pyrotechniques pour les bateaux, qu'il s'agisse d'emballage, etc., etc. Donc c'est un principe important, c'est un article également extrêmement important. Pour rendre les choses un tout petit peu plus vivantes, je vous ai mis quelques dates, et encore une fois, je ne m'arrête pas très longtemps, je vais assez vite, parce que le but, c'est d'arriver à la troisième partie le plus rapidement possible, mais quelques dates sur l'histoire de ce principe de responsabilité élargie du producteur, qui, comme vous le voyez, est en fait assez ancien. Et d'ailleurs, pour une fois, la France était en avance dans la transposition du droit de l'Union européenne. Donc, il y a cette grande loi du 15 juillet 1975, dont on a parlé, qui est une loi qui transpose en France les exigences d'une directive du même jour. Pour une fois, la France a été très diligente et a transposé le jour même une directive en droit de l'Union européenne, la directive sur les déchets du 15 juillet 1975. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs lois qui sont venues compléter ce principe, son contenu, ses modalités d'application. Évidemment, la grande aventure des filières REP va commencer dans les années 90
avec éco-emballage. C'est la filière des emballages, évidemment, qui va être la première filière à se structurer autour d'industriels aussi renommés que Danone, bien entendu, qui a été précurseur. Et alors, il faut savoir aussi qu'à l'époque, le principe de la responsabilité élargie du producteur a été aussi choisi pour des motifs pas simplement juridiques, mais politiques, puisqu'il s'agissait de ne pas faire tout de suite le choix d'une fiscalité des déchets. Puisqu'on le verra, le financement des filières REP ne relève pas de la fiscalité. Ce n'est pas une taxe, c'est une partie du prix du produit, je vais y arriver, et ce n'est pas une taxe, même si souvent on parle de taxe, ce n'est pas une taxe juridiquement parlant. Ensuite, à nouveau, quelques dates. Je ne vais pas évidemment rester trop longtemps sur toutes ces dates. Sachez simplement que Grenelle de l'environnement oblige, Grenelle de l'environnement 2007, les différentes parties prenantes se mettent d'accord pour élargir, pour booster la responsabilité élargie du producteur, pour créer de nouvelles filières. Il va y avoir beaucoup de nouvelles filières à partir de 2012. Val d'Elian, c'est quelque chose pour les déchets d'éléments d'ameublement. Et c'est la grande loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 qui va effectivement renforcer les exigences de la REP, créer de nouvelles filières et vraiment commencer à faire passer la France du droit des déchets au droit de l'économie circulaire. Il y a d'ailleurs un colloque universitaire qui vient d'être organisé à Toulouse pour bien montrer qu'on est passé du droit des déchets au droit de l'économie circulaire. Il ne s'agit pas simplement de limiter les nuisances des déchets, il s'agit bien entendu, et là on va avoir une bascule, de prévenir la production des déchets, et lorsque déchets il y a, de ne pas faire simplement de l'élimination, mais d'encourager des filières qui vont permettre de la réutilisation, du recyclage, de la valorisation de ces différents déchets. Donc c'est là où on commence à glisser vers l'idée d'économie circulaire, qui n'est pas encore dans la loi, mais qui bientôt va l'être, puisque Ségolène Royal, lorsqu'elle est ministre de l'écologie, va inscrire l'objectif de transition vers une économie circulaire dans la loi, qui est maintenant en tête du Code de l'environnement. Et qu'est-ce qui permet d'atteindre cet objectif d'une économie circulaire? Le principe de responsabilité élargie du producteur avant toute chose. Et ça va être confirmé par le législateur, par la loi portée par Brune Poirson, dont parlait Nathalie Croiset, la loi AGEC du 10 février 2020, qui va confirmer l'importance de ce principe pour atteindre cet objectif d'une économie circulaire et qui va élargir le nombre de filières, puisqu'on va passer grosso modo de 17 à 21 filières de responsabilité élargie du producteur. Alors, si je vais un tout petit peu plus sur le contenu même du principe, historiquement, on parle de responsabilité du producteur de produits. Et c'est vrai qu'historiquement, on s'est demandé si ce n'était pas uniquement la responsabilité du fabricant du produit qui devait être mise en cause. Et en fait, la notion de producteur aujourd'hui doit être entendue de manière large. D'ailleurs, lorsque le législateur a créé la responsabilité élargie du producteur dans le domaine des déchets du bâtiment, il n'a pas dit qui était le producteur. C'est l'objet d'un décret qui est en consultation publique, enfin qui a fait l'objet d'une consultation publique sur lequel on reviendra. Mais sachez effectivement que le producteur, ça peut être l'importateur de produits, ça peut être le distributeur. Si je simplifie vraiment à outrance, pardon pour cette simplification un peu grossière, je dirais que le producteur, généralement, c'est celui qui réalise la première mise sur le marché national français d'un produit. C'est généralement lui sur qui va peser la responsabilité de financer la filière de responsabilité élargie du producteur. Dès la mise sur le marché, il va devoir traiter la fin de vie de son produit, il va devoir traiter le déchet. Traiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment collecter, trier, traiter ensuite au sens propre et financer l'ensemble de ces opérations, alors même qu'on n'en est qu'au stade de la mise sur le marché de ce produit. Les objectifs poursuivis par le législateur, tels qu'ils ressortent des débats parlementaires, alors je sais que c'est un peu contre-intuitif parce que certains producteurs disent parfois « Oh là là, les filières REP, ça coûte cher, c'est des dépenses en plus ». Mais si on se met au niveau macro, ce qui était uniquement supporté par le contribuable local à travers la fiscalité locale, puisque historiquement c'est un choix de l'après-guerre, ce sont les communes qui sont responsables de la collecte et du traitement des déchets, eh bien l'idée du législateur, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait une mutualisation des coûts qui ne pèse pas que sur le contribuable local et que de cette manière-là, on ait un allègement du coût de gestion des déchets pour la collectivité nationale, bien entendu. La deuxième chose, c'est l'internalisation du coût lié à la gestion des déchets. C'est un peu le signal prix, c'est-à-dire faire en sorte que le contribuable local, qui lui ne sait même pas parfois qu'il va payer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans ses charges, eh bien de faire en sorte qu'on glisse vers le consommateur et que le consommateur ait la possibilité de choisir des produits moins générateurs de déchets.
Et puis le troisième grand objectif, c'est évidemment de développer le recyclage et de s'engager vers la fin de l'enfouissement et de l'incinération des déchets. Je parle en généralité. Certaines filières, évidemment, je pense par exemple aux daceries, auront besoin de l'incinération pour des raisons sanitaires tout à fait évidentes. Alors on arrive à la deuxième partie, vous avez vu, on essaye de créer de la dynamique pour bien suivre l'exposé, mais qui est très très clair de la part d'Arnaud. Donc ce principe de la responsabilité élargie du producteur dont vous venez de parler, vous avez dit ça a donné lieu à 21 filières, c'est ça? Donc vous allez nous en dire un peu plus. Effectivement, au tout départ, dans les années 90, à partir de 1992, agrément en 93, on parle des emballages. Les emballages, c'est 5 millions de tonnes par an aujourd'hui. Quand on compare aux 42 ou 48 millions de tonnes de déchets du secteur du bâtiment, évidemment, c'est bien moindre. Aujourd'hui, on a une sorte de mastodonte qui arrive avec cette nouvelle filière. On était loin de penser qu'il y aurait ce succès-là. Et au fil des années, eh bien, l'État a multiplié les filières. Et aujourd'hui, on en est à 21 filières. Quand je dis aujourd'hui, en fait, je ne suis pas très précis parce que c'est entre 92 et 2025. Certaines filières n'entreront en vigueur qu'en 2025. Vous avez toutes ces filières-là. Alors, toutes ces filières-là, elles sont assez diverses. Et en fin de compte, elles ont presque maintenant chacune leur fonctionnement. Alors que ma deuxième partie a pour objet de vous présenter les caractéristiques communes de ces filières, je suis obligé de vous dire en introduction que chacune a un peu sa caractéristique. Et si on essaye malgré tout de les différencier, on peut d'abord différencier celles qui sont européennes, c'est-à-dire c'est vraiment l'Union européenne, je pense aux déchets d'équipements électriques et électroniques, qui décide par une directive de la création d'une filière, des filières volontaires où là c'est vraiment les acteurs d'un secteur qui souhaitent s'organiser, parfois même pour prévenir, disons les choses franchement, la création d'une filière REP plus étatisée. Et puis les filières françaises, c'est celles où effectivement l'État a choisi dans la loi de créer une nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur pour une famille de déchets de produits. C'est le cas évidemment par exemple pour les éléments d'ameublement que Valdelia connaît bien depuis 2012. Et puis là, à la fin, vous voyez quelles sont les nouvelles filières à venir, dont celles qui nous occupent aujourd'hui. Évidemment, on pourrait parler des jouets, des articles de sport, etc. Il y en a beaucoup. Alors, il y en a une qui vient d'être créée, celle des mégots, mais elles sont de formes différentes. Vous avez des cahiers des charges qui vont de quelques pages à 150 pages. Vous avez des règles de fonctionnement un petit peu différentes. Vous avez des filières qui vont s'organiser avec des éco-organismes agréés, d'autres sans éco-organismes agréés, mais avec un éco-organisme non agréé. Bon, même si la tendance est d'aller vers les éco-organismes agréés, il y a encore des filières type Aliapur qui n'ont pas d'éco-organismes agréés, en tout cas aujourd'hui. Et donc, vous voyez effectivement ces nouvelles filières-là qui sont en train de se créer. Toutes les dernières filières, c'est la loi AGEC du 10 février 2020, la loi de Brune-Poisson, portée par Brune-Poisson, qui viennent d'être créées. Alors, c'est assez impressionnant de voir toutes ces filières qui sont créées. C'est évidemment une économie circulaire qui est en train de se créer de manière très concrète. Et c'est aussi beaucoup de droits, beaucoup de règles de droit, avec 3 niveaux au niveau français. La loi qui va décider du principe de la création de la filière, qui va décider aussi de la date à laquelle va être créée la filière. Il faut préciser quelque chose sur cette date, c'est important, parce que j'entends des choses parfois. L'obligation REP, c'est le législateur qui la fixe. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2022, tous les acteurs concernés, les producteurs concernés par la nouvelle filière des déchets du bâtiment, je parle PMCB, déchets du bâtiment, je simplifie, ont cette obligation. Ils n'ont pas cette obligation le jour où va naître l'éco-organisme. Ils ont cette obligation au 1er janvier 2022. Et le gouvernement ne peut pas revenir sur la loi, c'est bien la loi qui le fixe. Donc il est important effectivement que les acteurs soient prêts au 1er janvier 2022, sauf si une loi venait à être votée d'ici le mois de décembre, on y croit peu, pour repousser l'échéance. Mais l'obligation, elle va naître là. L'éco-organisme n'est qu'une modalité d'exécution de l'obligation, n'est qu'une modalité d'organisation des acteurs pour exécuter cette obligation. C'est important de le rappeler. Valdelia le sait parfaitement, lorsqu'on crée une nouvelle filière, vous avez parfois des acteurs qui se disent « Bon, tant que l'éco-organisme n'a pas passé un coup de fil pour adhérer, je n'ai pas l'obligation. » Si, évidemment qu'il y a une obligation et qu'il peut y avoir aussi des sanctions administratives, contractuelles et autres qui peuvent s'exercer. Bon, je ne suis pas là pour vous donner des mauvaises nouvelles, mais juste parce que c'est la question qui m'est posée en disant « Bon, de toute façon, tant qu'il n'y a pas d'éco-organisme, c'est bon. » Non. Au 1er janvier 2022, c'est la loi qui le précise. L'obligation est dans le patrimoine des acteurs.
Je passe sur ces diapos parce que là, j'avais fait un certain nombre de présentations des filières existantes avec, je ne sais pas si le diapo sera circularisé, mais vous l'aurez, si vous le souhaitez, avec les arrêtés, cahiers des charges, etc. Comme je vous disais, il y a 3 niveaux. La loi qui fixe le principe et la date de création, un décret qui va organiser la filière, c'est l'objet de mon intervention aujourd'hui, et ensuite un arrêté cahier des charges. L'arrêté cahier des charges, c'est celui dans lequel vous avez toutes les précisions. Vous allez voir tout à l'heure dans le décret, il y a encore beaucoup d'imprécisions. D'ailleurs, lors de la consultation publique au mois de juillet, je vous invite à la consulter. Il y a toujours une page sur le site internet du ministère de l'Écologie avec le projet de décret qui a été mis en consultation au mois de juillet. Et vous avez des pages et des pages d'observations d'acteurs très divers. Il y a des éco-organismes comme Valdelia, par exemple, ou Écomobilier qui ont fait des observations, EDF, des grandes fédérations professionnelles. C'est passionnant pour présenter leurs observations sur le projet de décret. C'est très intéressant. Les réponses, la plupart des réponses à ces questions seront dans l'arrêté cahier des charges. Quand je dis cahier des charges, ça veut dire quoi? C'est le cahier des charges de l'agrément de l'éco-organisme. Il peut y avoir des systèmes individuels, mais clairement, la priorité de la France, le choix de la France, c'est la formule de l'éco-organisme. Et donc, l'éco-organisme, pour être agréé, pour pouvoir exercer, doit être agréé sur le fondement d'un cahier des charges. Alors, quand on regarde les années passées, Arnaud Imberdroz le disait, le problème des cahiers des charges, c'est que, généralement, ils sont publiés au moment où vous devez déposer votre dossier de demande d'agrément. Ce qui veut dire que vous êtes obligé de préparer votre demande d'agrément avec un projet de cahier des charges. Et vous n'êtes pas garanti que le jour même de la publication de l'arrêté cahier des charges, il n'y ait pas des modifications dans le cahier des charges. Donc il faut anticiper ça, être prêt à déposer un dossier de demande d'agrément avant le 1er janvier, si ça se trouve sur le fondement d'un cahier des charges qui sera publié en novembre ou en décembre. Bon courage aux équipes de Valdelia, mais c'est une réalité. En matière de REP, il faut souvent appliquer les décrets avant qu'ils soient publiés. C'est toute la difficulté. Alors, si je reviens aux filières REP en général, vous avez évidemment la grande distinction historique qui n'est plus tout à fait d'actualité entre les filières opérationnelles. C'est quoi une filière opérationnelle? C'est Valdelia, par exemple, c'est-à-dire je ne finance pas la commune ou les intercommunes qui, elle, va exercer la collecte, la politique de collecte et traitement des déchets. Je le fais moi-même. Je le fais moi-même, c'est-à-dire je passe des appels d'offres privés et avec ces appels d'offres privés, je vais recruter des prestataires de services qui vont assurer ces démarches de prévention des déchets ou de gestion, c'est-à-dire de collecte, de tri et de traitement des déchets. Donc la filière opérationnelle, c'est une filière qui anime seule le réseau de collecte et de traitement des déchets avec ses prestataires, évidemment. Et la filière financière, c'est éco-emballage historiquement, c'est une filière où on va demander à l'éco-organisme de financer ce que font les communes. Vous avez de plus en plus des panachages, on le voit d'une filière à une autre, notamment dans les déchets d'éléments d'ameublement. On demande à l'éco-organisme à la fois de financer des collectivités territoriales et également de faire un certain nombre de choses soi-même avec ses prestataires de services. C'est ce qu'on appelle les filières mixtes, on parle aussi de filières organisationnelles. De plus en plus, les éco-organismes sont des prestataires de services et ce ne sont pas des administrations, ce sont aussi des personnes qui ont une démarche commerciale, cliente, qui leur donnent un conseil, qui les accompagne, qui dialoguent avec eux. Enfin, le métier d'éco-organisme a considérablement évolué, évidemment, depuis les années 90. Donc là, voilà, je fais un focus sur l'éco-organisme, non pas parce que cette journée est organisée par un éco-organisme, mais tout simplement parce que si vous regardez la réalité des filières REP, ce sont des éco-organismes qui les animent, et c'est clairement le choix de l'administration que d'avoir des éco-organismes. L'administration qui a pu varier dans le temps entre un choix pour un éco-organisme unique et aujourd'hui des éco-organismes qui deviennent multifilières. Ça a commencé avec la filière des emballages où l'éco-organisme historique s'est également occupé de papier. Et vous avez d'autres éco-organismes qui interviennent sur plusieurs filières. Donc on a un développement des éco-organismes multifilières et à l'évidence sur la filière des déchets du bâtiment, il y aura des éco-organismes multifilières. Donc l'éco-organisme, son métier a beaucoup évolué. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'État, de plus en plus, impose l'agrément, avec des périodes d'agrément. Concrètement, le producteur de produits qui est soumis à un principe REP, il peut se défaire de cette obligation vers l'éco-organisme que si l'éco-organisme est agréé, dans une filière où on impose l'éco-organisme agréé, bien entendu. Le problème des éco-organismes non agréés, c'est que vous ne pouvez pas vous défaire de cette obligation. Or, ce n'est pas forcément votre métier. Quand vous êtes producteur de produits, votre métier, c'est de produire des produits, c'est de construire, par exemple.
ce n'est pas forcément de gérer du déchet. C'est un autre métier qui arrive des années après. Et donc, l'éco-organisme est là pour ça. Et s'il est agréé, vous pouvez lui transmettre cette obligation. On trouve ça dans d'autres filières du droit de l'environnement, je pense au certificat d'économie d'énergie, bref, tout ça pour dire que l'éco-organisme doit assurer cette obligation à votre place, ce qui est évidemment l'un des grands intérêts de l'éco-organisme. L'éco-organisme doit répondre à un cahier des charges, comme vous le disiez tout à l'heure. Je passe parce que ce n'est pas l'essentiel de mon intervention avec leur fil. Mais sachez que dans ce cahier des charges, c'est vraiment ça qu'il faudra lire. On l'attend d'ici quelques jours, au minimum, au pire quelques semaines. Mais vous avez un certain nombre d'items dans ce cahier des charges, avec évidemment les missions des éco-organismes, la manière dont il est financé, on va revenir dessus, l'absence de lucrativité d'un éco-organisme, ça c'est un principe général, les éco-organismes ne peuvent pas être à but lucratif, ce sont des organisations à but non lucratif, ce qui pour un étudiant en droit, moi qui enseigne, est un peu bizarre, parce que la plupart des éco-organismes sont des sociétés commerciales, et c'est normal parce qu'elles ont des clients, elles rendent des services, mais c'est des sociétés commerciales à but non lucratif. Si je regarde le code du commerce, je me dis c'est une société commerciale qui a été structurée pour réaliser du profit. Et si je regarde le code de l'environnement, pas du tout, c'est une société commerciale qui ne doit pas réaliser de profit. Donc encore une fois, attention, aujourd'hui on parle de code de l'environnement, pas du code de commerce. Il faut revoir tous ces préjugés, tous ces a priori. On parle bien de code de l'environnement, et un éco-organisme ne peut pas réaliser de profit. Si jamais il y a un risque qu'il réalise des profits, il doit le provisionner pour charge future, plutôt que de le faire apparaître en résultat net. Il y a évidemment, au fil des années, de nombreuses obligations qui se sont imposées aux éco-organismes, notamment le fait de travailler avec l'ESS. Ça, c'était évidemment très intéressant. Les éco-organismes sont des partenaires de l'ESS. Si je prends l'exemple de Valdelia, par exemple, Valdelia travaille avec un certain nombre d'organisations de l'ESS. Je laisserai l'équipe les décrire, mais également des associations humanitaires qui peuvent exporter du matériel vers l'étranger. Voilà, je vous ai encore... vous voyez, le problème, c'est que j'aurais pu consacrer 20 diapos juste... Je sais que vous en aviez fait beaucoup plus. J'essaye, tu remarqueras que j'essaye de résumer, quand même. Oui. De façon très efficace. Tu sais qu'avec un avocat, normalement, le juge n'a pas le droit d'interrompre un avocat. Donc je peux prendre la journée si je veux. Bon, vous allez tous dormir, c'est ça le problème, mais... Voilà, sachez que le cahier des charges, là, rien qu'en vous mettant les têtes de ligne, les têtes de chapitre d'un cahier des charges, le sommaire, vous voyez qu'il y a déjà plusieurs diapos. Plus sérieusement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est devenu un métier. Là où certains producteurs, historiquement, pouvaient se dire « bon, je peux le faire moi-même », il faut se farcir tout ça quand même. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si l'État incite très fortement les producteurs à se mutualiser et à se rassembler dans un éco-organisme, parce qu'encore une fois, un éco-organisme, c'est à la fois un prestataire de service, mais c'est aussi là où se retrouvent les producteurs. C'est aussi parce que le droit est de plus en plus complexe et qu'il faut réaliser toutes ces tâches qui sont de l'ingénierie de haut niveau aujourd'hui. Évidemment, vous le savez mieux que moi, vous êtes expert. Gérer du déchet, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait il y a 20 ans. C'est devenu un métier pointu. Alors, il y a certains points qui sont un peu plus importants que d'autres, si jamais j'essaie de faire des grandes généralités sur les 21 filières. La première, c'est la non-lucrativité, j'en ai parlé. Et à l'instant, je viens de l'aborder, c'est la gouvernance par les producteurs. Au sujet sensible, il faut bien comprendre qu'un éco-organisme a une obligation d'indépendance. C'est très important. Un éco-organisme ne doit pas être dépendant, de ses prestataires de services, c'est-à-dire des opérateurs de collecte et de traitement des déchets. Et il y a, avec la loi AGEC, un corpus de règles sur les appels d'offres. Lorsque l'éco-organisme passe un appel d'offres, il faut s'assurer qu'il va recruter au terme de l'appel d'offres des sociétés dont il est totalement indépendant. Évidemment, sinon les concurrents qui auraient été évincés de l'appel d'offres pourraient dire « mais attendez, tel éco-organisme a retenu tel opérateur parce qu'en fait, ils sont en cheville avec eux ». Non, il y a un principe d'indépendance vis-à-vis des opérateurs. Mais attention, l'État est aussi attentif à ce qu'au sein de l'éco-organisme, il n'y ait pas un producteur qui soit hégémonique par rapport aux autres. J'en sais quelque chose, pour avoir monté la filière des dasseries, vous avez des laboratoires qui évidemment sont de tailles très différentes et où l'État, à l'époque, avait été très soucieux de faire en sorte qu'il n'y ait pas un labo, par sa surface financière par exemple, qui puisse être hégémonique sur les autres. C'est pareil pour ces filières-là. Aujourd'hui, il est important, lorsque vous allez choisir un éco-organisme, et pour éviter des difficultés, de choisir un éco-organisme indépendant, qui ne soit pas l'éco-organisme d'une personne, par exemple. Il faut qu'il soit indépendant non seulement
de ses partenaires, mais aussi en interne, qu'il y ait une égalité de traitement des différents producteurs qui seront en son sein. Parce que le producteur peut être juste adhérent de l'éco-organisme, mais il peut aussi participer à sa gouvernance. D'ailleurs, historiquement, on lui demande de participer à la gouvernance de l'éco-organisme, et l'État impose des règles, notamment de participation au capital, de sorte qu'il n'y ait vraiment que des vrais producteurs. Alors, cette règle de la gouvernance par les producteurs a été un petit peu allégée, puisque autour de l'éco-organisme, vous avez des comités qui se créent pour agglomérer les parties prenantes, évidemment les fédérations professionnelles, de manière à ce qu'ils puissent donner leur avis, participer au processus de décision. Malgré tout, l'éco-organisme, c'est d'abord les producteurs dans une stratégie d'indépendance. Précisons aussi que l'éco-organisme doit se limiter à son agrément. Ça, c'est très important. Il a un agrément, et c'est le cahier des charges, rien que le cahier des charges. Il ne peut pas ensuite se disperser sur des activités autres que celles de son agrément. C'est sévèrement contrôlé effectivement par l'administration, la Direction générale de la prévention des risques. Il faut effectivement que les activités de l'éco-organisme soient à l'intérieur de son agrément, et il y a déjà eu des litiges, notamment devant l'autorité de la concurrence, liés à des activités d'éco-organisme hors agrément. Leur agrément, c'est vraiment juste l'accessoire de l'agrément. Ça peut être des petites missions de consulting, etc., mais c'est une partie négligeable de l'activité de l'éco-organisme. Les provisions pour charges futures, je vous en ai parlé, c'est un grand sujet. L'éco-organisme ne peut pas réaliser de profit. À partir du moment où il ne peut pas réaliser de profit, il doit provisionner un éventuel excédent. Et c'est compliqué parce qu'au début, effectivement, l'éco-organisme va percevoir des fonds pour gérer des déchets qui vont être sur le marché bien beaucoup plus tard. Donc il faut qu'il anticipe ce décalage dans le temps entre la mise sur le marché d'un produit et la date à laquelle il devient déchet. Et c'est toute la question des provisions pour charges futures qu'il faut gérer. Et c'est sûr que pour une société commerciale, c'est un peu bizarre d'avoir une sorte d'obligation de provisionner pour charges futures pour ne surtout pas faire de profit. En général, quand on provisionne, c'est pour anticiper un risque. Le profit n'est pas un risque pour une société commerciale. Pour un éco-organisme, aussi. Le censeur d'État, c'est un haut fonctionnaire, généralement, du ministère des Finances, du ministère de l'Économie et des Finances, qui va assister aux différentes réunions des organes exécutifs de l'éco-organisme, qui va assurer la courroie de transmission entre l'administration, le ministère de l'Écologie, donc la DGPR, et l'éco-organisme, et qui va s'assurer aussi de la bonne utilisation des fonds de cet éco-organisme. Il a à la fois un rôle de surveillant, mais aussi de dialogue avec l'éco-organisme et les producteurs qui siègent en son sein. L'éco-contribution, je précise que l'éco-contribution n'est pas une taxe, ça a été rappelé par le Conseil d'État, c'est une partie du prix du produit. Une partie qui correspond à un service qui va être rendu au consommateur, puisque le consommateur achète un produit dont il sait par avance que parce que c'est un produit soumis à la REP, eh bien, en fin de vie, ce produit sera correctement traité, collecté, traité. Mieux, ce produit sera normalement mieux conçu, éco-conçu, puisque cette éco-contribution, on parle aussi d'éco-participation, on parle aussi de contribution financière, le vocabulaire n'est pas complètement stable, eh bien cette éco-contribution a pour but, en étant modulée, d'encourager la mise sur le marché de produits vertueux. C'est la base de l'économie circulaire, avoir une éco-contribution qui puisse être modulée pour faire en sorte que seuls les produits vertueux restent dans la boucle et qu'ils en sortent sinon. Donc il faut distinguer l'éco-contribution qui sera payée par le consommateur, sachant qu'il n'y a pas d'obligation pour un producteur de faire payer le consommateur. C'est tout le problème de la visible fee. Vous avez, lorsque vous achetez lorsque vous achetez un équipement électrique électronique, vous avez parfois une visible fee, c'est-à-dire vous voyez l'éco-contribution, vous pouvez la visualiser, en connaître le montant. C'est pareil pour les éléments d'ameublement. Pour certaines filières, à l'inverse, il n'y a pas, je pense aux pneus, il n'y a pas de visible fee, vous ne savez pas quel est le montant de la contribution. L'administration est parfois un peu réticente à ce que la contribution soit visible pour le consommateur parce qu'elle ne veut pas imposer au producteur de répercuter sur le consommateur le montant de la contribution. Le producteur peut très bien l'affecter à sa marge ou le répercuter au consommateur. Ça sera son choix. Donc on en arrive à la troisième partie. Je ne suis pas juge, j'ai le droit d'entrer dans le vif du sujet. Juste 2-3 précisions. Vous parliez, je vous vois, ça fait beaucoup plus sérieux, hein, d'acteurs de l'ESS. Il y en aura cet après-midi justement, parce que je parlais beaucoup de partenariats. Donc on aura des acteurs qui seront présents avec nous, notamment le groupe ARES, mais c'est pour expliquer justement ce dont vous parliez. Vous parliez d'ASRI aussi, peut-être préciser, c'est les déchets médicaux ?
Parce que comme vous n'avez pas partie de la déchets filière... d'activité de soins et de traitement pour les patients en autotraitement chez eux. Voilà, c'est Notamment ça, je résume déchets médicaux, mais c'est important à préciser. Bonne nouvelle, on me l'a dit en coulisses, la présentation sera disponible sur le site de Val-d'Elia. Donc on pourra tout retrouver, vous pourrez tout retrouver en détail. Et donc on en arrive à la troisième partie, ça c'est des petites précisions justement sur ce qui vous attend et sur cette nouvelle filière du bâtiment. Quand, comment, pourquoi, allez-y. Merci Nathalie. Alors je vais essayer de réaliser un exploit, c'est de vous présenter un texte et de le rendre clair, alors que moi-même, je n'ai pas tout compris. Et alors c'est amusant parce que ce qui me rassure quand même sur mon niveau d'intelligence, c'est que quand vous lisez les observations sur le projet de décret qui sont publiés sur le site du ministère de l'Écologie, il y en a un certain nombre qui disent « mais ça veut dire quoi ?» Alors, deux choses. D'abord, on peut espérer que le projet de décret que je vous présente aujourd'hui évolue, puisqu'il est censé en ce moment passer au Conseil d'État. Juriste émérite, parmi les meilleurs de ce pays. J'espère qu'un certain nombre de jargonnages va être extrait de ce projet de décret. Et puis surtout, c'est le cahier des charges qui sera le carnet de santé de cette filière. Nous n'en disposons pas encore, mais si Val-d'Elia a souhaité faire cette journée aujourd'hui, c'est que, comme vous le savez, il va falloir comprendre le cahier des charges le jour même où il s'appliquera déjà. Donc c'est pour ça qu'on essaie de prendre un peu d'avance et de se dire, soyons prêts à lire le cahier des charges le jour où il va être publié. Donc on rentre dans le vif du sujet, effectivement. Un tout petit peu de droit, pardon, juste pour vous rappeler que, évidemment, premier niveau, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la loi AGEC du 10 février 2020, la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire, qui a créé cette nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur pour les déchets du bâtiment, les fameux PMCB. Plusieurs articles, il y a un certain nombre de juristes parmi vous, je le rappelle, concernent cette filière. Un premier qui crée la filière et qui donne la date de 2022, un deuxième qui fixe le périmètre, quels sont les déchets concernés, et le troisième article qui donne un certain nombre d'indications sur l'organisation de la filière. Vous avez ensuite le projet de décret que je vais vous présenter également, et le projet d'arrêté portant le cahier des charges qui n'est pas encore connu dans sa version définitive. Quelques chiffres clés. Et là, je vais essayer un nouveau défi, c'est de lire alors que j'ai oublié mes lunettes. Ce sont des chiffres que la plupart d'entre vous connaissent. Alors, je sais qu'ils sont également discutés, toujours des experts pour me dire « Mais non, Arnaud, tu te trompes, c'est pas 42, c'est 46, c'est 48, ça dépend de l'année, ça dépend de ce que tu mets dedans, etc. » Bon. Là, je vous donne les chiffres du ministère de l'Écologie. Dans la notice de présentation du projet de décret en juillet, voici les chiffres qu'il donne. 42 millions de tonnes par an, c'est le gisement de déchets de cette nouvelle filière qui seront à traiter. C'est la plus grosse et de très très loin, si on compare par exemple aux 5 millions de tonnes pour les emballages. Deuxième chiffre important, c'est la composition de ces déchets du bâtiment. Encore une fois, on laisse de côté tout ce qui est travaux publics, on ne s'intéresse qu'au bâtiment, le bâtiment fait l'objet d'une définition. Ces déchets se composent à 75% de déchets inertes, qui représentent 30 millions de tonnes sur les 42, vous voyez, c'est beaucoup, et 23% de déchets non dangereux, non inertes, 10 millions de tonnes. Vous avez l'amiante, ça a été un grand débat, l'amiante, les déchets d'amiante font partie de cette filière, font partie du gisement qui seront à gérer par cet éco-organisme. Et je sais qu'il y a eu un débat très vif sur la question. Le taux de valorisation des déchets du bâtiment, c'est 70%. Évidemment, ça dépend des flux, comme le rappelle tout à fait le ministère de l'Écologie dans cette notice de présentation. Aujourd'hui, les déchets, pour la part inerte, donc les fameux 30 millions, sont en majorité employés en remblaiement de carrière et leur recyclage matière représente 30%. Et puis, concernant les dépôts sauvages, qui font partie de la nouvelle filière, c'est une décision du législateur. Les dépôts sauvages, c'est surtout ça qui a frappé. Il y a un aspect opinion publique, évidemment. Lorsque l'État avance sur une nouvelle filière REP, vous le savez mieux que moi, il y a une discussion rationnelle. Et puis, il y a aussi le fait de répondre à une préoccupation politique et de l'opinion publique, choquée par des reportages sur ces grands sacs blancs qu'on trouve en lisière du bois de Vincennes, etc., etc. Donc c'est aussi pour répondre à cette préoccupation, à cette émotion que l'État a choisi d'agir. Sur les dépôts sauvages, il y a une étude de l'ADEME citée par l'État de 2019 qui montrait que les déchets du bâtiment et surtout les déchets amiantés étaient fréquemment présents dans ces dépôts. Et le coût de la gestion de ces dépôts sauvages pour la collectivité, c'est-à-dire la commune et les intercos, serait de 400 millions d'euros
par an. C'est évidemment un chiffre enveloppe qui serait à détailler, à nuancer ensuite. Mon propos étant juridique et pas économique, vous aurez des experts bien plus calés que moi sur tout ce qui est chiffres. Ayant eu 600 maths au bac, je ne vais pas m'aventurer plus loin sur ce slide. Les objectifs poursuivis par l'État, c'est intéressant parce que lorsque vous aurez des problèmes d'interprétation des textes que je vous présente, il faut toujours penser aux objectifs, puisqu'un texte s'interprète notamment en fonction de l'objectif poursuivi par l'État. Toujours la notice de présentation du projet de décret, tel qu'il est sur le site du ministère de l'Écologie. Vous avez ces deux grands objectifs qui sont poursuivis par l'État avec la création de cette filière. En un, la réduction des dépôts sauvages. C'est très intéressant, c'est vraiment le dépôt sauvage. Alors il y a eu aussi beaucoup d'émotions avec la mort de ce maire qui a essayé d'empêcher des margoulins d'en déverser sur le territoire de sa commune dans le Var. Et deux, prévention de la saturation des décharges en développant le recyclage matière ainsi que le réemploi. Alors c'est un peu paradoxal parce que beaucoup de gens ont fait remarquer que l'un des objectifs, c'est le réemploi. Or, le réemploi s'adresse aux produits. L'éco-organisme est d'abord en charge du déchet. Donc un éco-organisme, il s'intéresse à la réutilisation avant le réemploi. Le réemploi, c'est le produit. Et il n'y a pas une ligne dans le projet de décret sur le réemploi. Il y a beaucoup d'acteurs qui disent « mais attendez, vous dites que vous voulez encourager le réemploi des produits, mais vous n'en parlez pas dans le projet de décret. » Peut-être que les choses vont évoluer dans la deuxième rédaction du décret, mais c'est une observation qui est très juste et qui revient souvent dans les observations des acteurs. Alors, je vous le disais, j'ai un peu insisté là-dessus parce que on a eu par le passé, lors des précédentes créations de filières REP, très souvent cette idée que « oh, mais c'est pas grave, j'attends la création de l'éco-organisme ». La filière des déchets d'éléments d'ameublement le sait parfaitement, puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont dit « tant que l'éco-organisme n'est pas créé », le Conseil d'État s'est déjà prononcé sur cette question-là. Il faut distinguer l'obligation qui sera dans le patrimoine des acteurs concernés le 1er janvier de la création de l'éco-organisme. Quelque part, un acteur peut assurer son obligation même sans éco-organisme. Il peut le faire seul, c'est ce qu'on appelle le système individuel. Et la loi ne dit pas « ah, vous devez le faire que lorsqu'il y aura un cahier des charges pour le système individuel ». La loi est plus générale, elle dit « vous avez cette obligation » et elle ne pose pas comme condition qu'il y ait un éco-organisme ou un système individuel. Donc voilà, il faut bien avoir présent à l'esprit qu'il est important de rapidement monter l'éco-organisme d'ici au 1er janvier 2022. Alors, soit parce que c'est un éco-organisme multifilière qui se propose d'exercer cette responsabilité, soit parce qu'il y aura un pure player qui va se présenter et qui voudra déposer une demande d'agrément. La loi, je me suis permis de recopier le texte, précise que cette filière REP concerne les déchets de ça, les produits ou méthodes de construction du secteur du bâtiment, les fameux PMCB, on les appellera comme ça, destinés aux ménages ou aux professionnels. On est bien sur les déchets des ménages et des professionnels. Donc on n'est pas simplement sur une filière ménagère ou professionnelle. L'ensemble de ces déchets, effectivement, est concerné par cette nouvelle filière REP. Afin que les déchets de construction et de démolition qui en sont issus soient repris sans frais, il y a cet objectif de reprise sans frais qui a donné lieu à un débat très important, puisque vous avez des opérateurs, certainement parmi vous, qui aujourd'hui ont déjà des plateformes et qui payantes, mais qui offrent un service aux personnes qui viennent apporter ces déchets sur ces plateformes de tri et de traitement. Donc l'idée de la reprise sans frais était l'objet d'un débat politique assez fort et l'État a souhaité le mettre directement dans la loi, quelque part pour le fixer, pour le mettre dans le marbre. Lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée, et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. Il y a aussi un peu cette idée derrière, quand on parle de traçabilité des déchets, cette idée de police. L'État, lorsqu'il crée une filière REP, c'est aussi pour pouvoir surveiller des flux, surveiller des acteurs. Déjà, la loi de transition énergétique de Ségolène Royal de 2015 donnait cette idée en demandant aux opérateurs du traitement de signer ce qu'on appelle les contrats LTE avec des éco-organismes pour faire remonter des données, des informations. Donc c'est important effectivement de bien voir ici que l'éco-organisme a aussi un rôle de data. Qui dit rôle de data dit aussi, et c'est une problématique que Valdélia connaît bien, dit confidentialité de la data. Vous allez, en tant qu'entreprise, transmettre des données à un éco-organisme et il faut vous assurer, évidemment, et avoir des garanties sur ce point-là, que cet éco-organisme n'est pas piloté par votre concurrent qui va directement les enregistrer. Il faut que l'éco-organisme, effectivement, souci d'indépendance toujours, puisse conserver cette data et la traiter en toute confidentialité, bien au-delà de ce que préconise le RGPD. On est dans le Code de l'environnement ici,
Et il faut que les datas soient gérées de manière à ce que l'éco-organisme, l'ADEME, la DGPR garantissent la confidentialité des données. C'est un sujet extrêmement sensible pour vos entreprises. Et je sais par expérience que vous y êtes particulièrement attaché et que bien souvent vous allez poser cette question. Mais au fait, qu'est-ce que vous faites des données de mise sur le marché que je vais vous transmettre? À retenir de cette premier article que je vous ai présenté, celui de la loi AGEC, les déchets concernés, on va rentrer dans le détail, c'est les PMCB ménagers professionnels. La date, je vous l'ai dit, les objectifs, reprise sans frais, réalisation de traçabilité, création d'un maillage des points de reprise qui aille au-delà de ce que le service public offre déjà et de ce que certains opérateurs privés proposent déjà également. Qui est concerné? Alors ça, c'est un débat intéressant pour le juriste que je suis parce que le législateur n'a pas tranché la question. Il parle de producteur. Mais qui est le producteur? Qui concrètement a l'obligation REP, c'est-à-dire l'obligation de prévoir la fin de vie de son produit, et qui devra payer la contribution à un éco-organisme. Donc ça, c'est une question que le législateur n'a pas vraiment tranchée, et donc c'est le projet de décret qui va trancher cette question-là. Comme les personnes qui se sont exprimées l'ont souligné, il y a encore des zones d'ombre. Il y a plusieurs critères. Petit 1, ça peut être évidemment une personne physique ou morale qui va exercer cette activité de production au sens large. Fabrication, importation, distribution, mise sur le marché, à titre professionnel. Ce ne sera évidemment pas un amateur ou un supposé amateur. Vous savez que certains sites de vente en ligne, dont je tairai le nom, mais qui représentent une partie à angle d'une pièce, recèlent parfois d'un certain nombre de faux amateurs de ce type d'activité. Soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national ces fameux produits. On est sur une définition assez classique qu'on retrouve dans les autres filières REP. Ça sera le fabricant, l'importateur ou le distributeur de ces produits, qui sont destinés à être cédés à toute personne qui réalise ou fait réaliser des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national. Il y a évidemment une première imprécision. Travaux de construction, avec le code de la construction et le code de l'urbanisme, on voit à peu près ce que c'est. Rénovation, on attend évidemment des précisions dans le cahier des charges pour savoir ce qu'englobe la rénovation. Et notamment, l'une des questions épineuses qui se cache derrière, c'est quid des déchets de produits de décoration. Le gouvernement a indiqué que lorsqu'un déchet a été déjà géré par une filière, il n'intégrait normalement pas cette nouvelle filière des déchets du bâtiment. Mais le problème, c'est que ça reste de l'oral et ce n'est pas dans le décret. Ce que notamment certains acteurs soulignent à très juste titre. Donc, il y a des précisions qui sont attendues pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on met exactement derrière ce terme rénovation dans les textes, pas dans le discours. Le décret, et ça c'est une précision utile, parle du cas où il y a un revendeur. Le revendeur peut être le producteur, dans le cas où effectivement ils sont vendus sous sa marque. Dans ce cas-là, il sera qualifié de producteur et c'est lui qui devra l'éco-contribution. Alors après, s'il veut la répercuter sur les acteurs antérieurs, il peut. Mais en tout cas, c'est lui, prima facie, qui sera responsable devant l'État du versement de la contribution. Le projet de décret, là dans le premier diapo, je vous ai mis quel était le texte du projet de décret, mais à côté, il y a une notice de présentation. Et les juristes le savent bien, parfois le gouvernement met des choses importantes dans la présentation d'un texte et pas forcément dans le texte lui-même. Là, je trouve que c'est intéressant puisque vous avez cette précision dans la notice de présentation qui dit l'article qui définit le producteur précise le périmètre des producteurs qui sont soumis à l'obligation de REP et donc tenus de pourvoir ou contribuer à la gestion des déchets du bâtiment. Il s'agit des industriels fabricants ou des importateurs de produits et matériaux de construction destinés à être cédés, et là il y a une petite précision par rapport au texte lui-même, à la maîtrise d'ouvrage ou à l'entreprise de construction. Donc concrètement, on sait que l'État se garde la possibilité en cas de contrôle d'aller à cet endroit-là de la chaîne pour vérifier si le producteur assume ou pas son obligation. Concrètement, il va aller vers les maîtres d'ouvrage et les entreprises de construction. Quels sont les déchets concernés? Je me dépêche, Madame Croiset, je me dépêche, je vous assure. Il n'y a pas de souci, il y aura encore du temps pour les questions, hein, sauf Sachant si vous mettez encore une demi-heure. Sachant qu'après, j'aurai la réflexion de « Ah oui, mais ça, vous n'en avez pas parlé. Pourquoi vous n'en avez pas parlé ?» Donc, je précise que mes collaborateurs m'ont préparé un diapo qui faisait plus de 80 slides. J'aurais dit non quand même, c'est le matin, c'est pas possible.
Donc là, on a réduit à moins de 50. Et vous voyez que sur certains diapos, je passe évidemment très très vite. Avec la séance des questions, on pourrait y répondre, sachant que malgré tout, je ne veux pas empiéter sur les exposés suivants. Vous avez notamment Madame Adèle Frouard, qui connaît tout ça par cœur, qui va centrer son propos, je ne sais pas où elle est. Elle est ici, sur l'éco-organisme. Donc j'ai bien noté, ne paniquez pas, je ne vais pas... Alors, quels sont les déchets concernés? Encore une fois, j'insiste, vous allez me dire, il est vraiment lourd, ce sont des déchets qui sont concernés par la filière. Ce ne sont pas des produits. Donc vous pouvez être fabricant d'un produit, peu importe. Il faut être expert du déchet pour pouvoir gérer cette filière. Les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant de la REP sont ceux-ci. Ce sont les matériaux et produits, y compris de décoration. Donc, il y a eu tout ce débat sur les produits de décoration qui a été assez vif. Il y a pas mal d'acteurs qui en parlent. Fabriqués en vue d'être incorporés, ne me demandez pas ce que ça veut dire, puisque, comme plusieurs acteurs l'ont aussi remarqué dans leurs observations, incorporés en droit, je n'ai pas la définition. Donc voilà typiquement un sujet qui suscite beaucoup de débats. On m'a souvent posé la question, ça veut dire quoi incorporer? En droit, je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Donc on attend le cahier des charges pour que... Peut-être qu'ils vont le faire dans le décret, mais en tout cas, il faut préciser ce que veut dire également exactement incorporer. Assembler, utiliser ou installer dans des bâtiments ou sur les parcelles sur lesquelles ils sont construits, à l'exception de ceux qui sont utilisés uniquement pour la durée du chantier. Donc il y a les produits qui vont rester sur place, les produits qui vont être utilisés uniquement de manière temporaire. Ce sont bien ceux qui vont rester sur place dans le bâtiment qui vont être concernés par cette filière REP. Le problème, c'est qu'est-ce qu'un bâtiment? Il y a une définition, vous le verrez juste après, de ce qu'est le bâtiment. Alors le bâtiment se définit de plusieurs manières. Dans la filière REP, l'un des grands enjeux, c'est l'assise, c'est-à-dire la parcelle. Est-ce que je raisonne sur une parcelle? Est-ce que je raisonne par rapport à permis de construire? Est-ce que je raisonne par rapport aux accessoires du bâtiment? Je pense au parking, bien entendu. Est-ce que le parking fait partie ou pas du bâtiment? En fait, la définition qui est retenue, c'est celle du Code de la construction, le 111-1 que vous connaissez certainement. Le bâtiment est un bien immeuble couvert, destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain. Donc, n'est pas un bâtiment au sens du Code de la construction, une construction qui ne répondrait pas à l'ensemble de ces critères, qui sont quand même extrêmement larges, comme vous pouvez le voir. Déchets du bâtiment, c'est la définition suivante. On a le bâtiment et on a le déchet du bâtiment. Les déchets du bâtiment sont les déchets issus des produits ou méthodes de construction du secteur du bâtiment qui sont produits lors des opérations de construction, rénovation ou démolition d'un bâtiment. Et alors là, il y a une précision qui est extrêmement importante, qui a suscité un débat aussi très important. Les aménagements situés sur la parcelle d'un bâtiment. Donc il y a le bâtiment lui-même et il y a ses accessoires. Évidemment, on cite toujours le parking. Est-ce qu'ils sont dans le bâtiment? Et donc il faut se demander quelle est la parcelle. Ça veut dire quoi, parcelle? Et donc il y a une définition de la parcelle. La parcelle, c'est évidemment la surface au sol d'emprise du bâtiment, mais c'est également les terrains attenants au bâtiment qui comportent des aménagements liés à son usage, y compris ceux de stationnement des véhicules. Définition extrêmement large, puisque qui comporte des aménagements liés à son usage, le bâtiment, évidemment, peut dépendre de voies d'accès, d'un certain nombre de branchements, d'installations de raccordement, etc., etc. Donc la définition, pour l'instant, est extrêmement large. Encore une fois, il faut attendre le cahier des charges, peut-être pour réduire en entonnoir la définition exacte des déchets du bâtiment. Vous voyez, pour l'instant, l'État se laisse la possibilité d'être large. Je précise que bien souvent, on me dit « Ah, mais non, ce qu'il faut regarder, c'est... c'est ça, c'est les catégories. » Non, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la définition. Et il y a effectivement cette liste, mais cette liste n'est pas nécessairement limitative. Cette liste n'a que pour but que de créer 2 catégories. Cette liste n'a pas pour but de lister tous les déchets du bâtiment. Elle a pour but de dire il y a 2 grandes catégories. Et en fait, cette catégorisation des déchets du bâtiment, elle a surtout une fonction, c'est de permettre à un éco-organisme d'être agréé sur l'un ou sur l'autre de ces 2 catégories. Si je lis le décret, l'éco-organisme doit s'agréer sur l'une des 2 catégories. Est-ce qu'à l'intérieur d'une catégorie, surtout la 2, où vous voyez qu'il y a ce ABCD jusqu'à I, est-ce qu'un éco-organisme pourrait dire, écoutez,
Moi, je fais du ABC, mais pas du GHI. C'est pareil, on attend le cahier des charges pour savoir si, à l'intérieur d'une activité, un éco-organisme pourrait prioriser son activité sur certains. A priori, oui. Mais en fait, il faut distinguer deux choses. Son dossier de demande d'agrément, il est possible que l'éco-organisme ait l'obligation de se faire agréer sur toute la catégorie. Et ensuite, est-ce qu'il serait dans l'illégalité s'il ne gère que certains? Probablement pas, puisqu'il aura évidemment à gérer les déchets de ses producteurs. Et ces producteurs-là mettront sur le marché certaines catégories de déchets. Il est normal que l'éco-organisme ensuite développe une expertise sur ces sous-catégories de déchets, et pas sur toutes. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la plupart des filières. Donc si je reviens un tout petit peu en arrière, vous voyez qu'il y a cette définition qui est assez large, la parcelle qui est assez large, et ensuite il y a des précisions, pas dans le texte comme d'habitude, mais à côté du texte. C'est pour ça que je ne peux que vous inciter à lire ce qui est à côté du texte. Premièrement, ce qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 2022 est compris dans la filière REP. L'historique est compris dans la filière REP. C'est l'objet aussi de la loi AGEC, de dire attention, on crée cette filière pour gérer l'historique, pour gérer tout ce qui a été fait avant. 2, l'amiante, les produits et méthodes de construction destinés au secteur des travaux publics. Non, pardon. Non, ça je le mets plus loin, pardon. Là, dans ce slide, vous avez une deuxième précision, c'est qu'on sépare bien ce qui est de l'ordre du bâtiment, c'est les fameux produits à double usage, et ce qui est destiné uniquement aux travaux publics. Donc là, les deux grandes catégories, vous avez d'abord les PMCB constitués majoritairement, donc évidemment, il y aura toute une opération. Ça aussi, c'est... Alors bon, je parle sous le contrôle des experts, mais ça nous renvoie aux opérations de caractérisation des déchets, d'équilibrage, toutes ces joyeusetés qui font la vie d'un éco-organisme pour savoir de quoi parle-t-on, qu'est-ce qu'il y a dans les bennes, qu'est-ce qu'il y a dans les camions, qu'est-ce qui relève de quoi, qui paye quoi. Hein, il va y avoir aussi des mécanismes de coordination inter-éco-organismes qui seront à mettre en place. J'ai évidemment pas le temps d'en parler, mais je voulais juste l'énoncer devant vous. Et après, vous avez cette liste-là, avec des éco-organismes qui seront peut-être agréés sur les deux ou sur l'un des deux. Sont exclus des définitions les déchets qui sont issus de ces catégories-là. Alors, par exemple, là, typiquement, pour les juristes, c'est un vrai problème. Je ne sais pas ce que c'est qu'une installation technique industrielle. Il y a d'ailleurs une remarque d'EDF dans la consultation publique qui le dit très justement. Moi, je sais ce que c'est qu'une installation classée pour la protection de l'environnement. Il y a une nomenclature, etc., etc. Mais une installation technique industrielle, je ne sais pas. Donc là, typiquement, on espère une précision sur les installations techniques industrielles. Est-ce qu'il s'agit des ICPE ou est-ce qu'il s'agit d'autres structures qu'une ICPE? Est-ce que, par exemple, les bureaux d'une industrie, mais dans l'emprise desquels il n'y a pas d'activité de transformation, enfin bref, mécanique, est-ce qu'ils sont concernés? Les terres excavées ne sont pas concernées. Bon, ça, c'est historique. Hein. Les terres excavées avaient été qualifiées de déchets en droit de l'Union européenne. Depuis 2008, les terres excavées échappent, entre guillemets, au droit des déchets. Donc, c'est normal qu'elles échappent à la filière REP, puisqu'elles font l'objet d'un traitement à part, d'un régime juridique à part. Les installations nucléaires de base, de toute manière, échappent toujours à tout en droit de l'environnement. Donc ce n'est pas une surprise. Vous ne gérerez pas des déchets issus des installations nucléaires de base. Valdelia ne va pas démanteler Flamanville. Vous l'avez entendu ici. Et les monuments funéraires, vous savez qu'il y a des thèses sur le droit funéraire. C'est passionnant. C'est un droit totalement à part aussi, le droit funéraire. Ça existe, hein, il y a un enseignement du droit funéraire. Et donc, il ne relève pas aussi des déchets du bâtiment. Alors, comme je vous le disais, les éco-organismes peuvent être agréés sur l'une des deux catégories. Je passe ce slide, je vous en ai déjà parlé. La question des produits à double usage aussi, j'en ai déjà dit un mot. Je vois que l'heure tourne. Effectivement, l'éco-organisme n'aura pas l'obligation, il aura la possibilité, lorsqu'un produit ne sera pas qu'à usage du bâtiment, mais également à une autre finalité. Vous voyez, il y a des exemples, finalités telles que la réalisation d'ouvrages de génie civil et de travaux publics afin que les produits ou méthodes de construction utilisés pour la réalisation d'ouvrages... Dans ce cas-là, il y aura une possibilité de déduction, de réfaction sur la contribution pour tenir compte du fait que ces déchets-là sont issus de produits qui n'étaient pas exclusivement destinés au bâtiment. Vous avez une règle générale. Est-ce qu'il y aura une déduction en tout ou partie du montant de ce produit? Encore une fois, je n'ai pas le détail des précisions. Il y aura un contrat type. Les éco-organismes passent des contrats types avec beaucoup de gens. L'éco-organisme, c'est une structure de droit privé, mais qui n'arrête pas de prendre des décisions ou de signer des contrats dont les modèles sont pour beaucoup établis par l'État.
ce qu'on appelle des contrats types. Un contrat type, c'est un modèle qui a été validé implicitement ou explicitement par l'administration. Donc les contrats adhérents, par exemple, ou les contrats opérateurs, qui sont signés à la suite des appels d'offres, font l'objet de validation par l'administration. Et d'ailleurs, la première panoplie des contrats types doit être jointe au dossier de demande d'agrément qui est présenté par l'éco-organisme. C'est du droit public-privé pour les juristes, une sorte de droit hybride, où ce sont des contrats de droit privé, en l'état de la jurisprudence, mais ça ressemble beaucoup à des contrats de droit administratif, puisque la marge de manœuvre, l'autonomie de la volonté des deux parties est quand même assez réduite par l'État lui-même. C'est assez intéressant. Donc là, dans le contrat type, il y aura une possibilité, et non pas une obligation pour l'éco-organisme, de prévoir un mécanisme de déduction pour les produits à double usage. Évidemment, ça suppose une ingénierie pour caractériser, tracer les déchets, les quantifier, pour savoir effectivement comment calculer cette déduction. L'article 141.10.23 de la loi AGEC précise à quoi va servir la contribution que vous verserez à un éco-organisme agréé. Bien sûr, la couverture des coûts de reprise des déchets, alors sachant qu'il faut distinguer la collecte séparée de la reprise directement par des installations, par des opérateurs industriels évidemment, et une distinction que je présente juste après. Contribution au financement du maillage territorial qui pourra être fait par des collectivités territoriales, par des opérateurs privés, et puis de nouveaux points, évidemment, qui vont être installés par ou à l'initiative des éco-organismes. Donc le maillage est évidemment une question extrêmement importante, il y a même des chiffres qui sont... Vous vous souvenez peut-être, pour certains d'entre vous, il y avait déjà eu une polémique, enfin un débat devrait-on dire en 2015, lorsqu'on a créé l'obligation de reprise du distributeur sur site par exemple, ou à proximité. Il y avait tout un débat sur proximité, ça veut dire quoi? Jusqu'où doit aller celui qui amène son déchet pour bénéficier d'une reprise gratuite de son déchet de construction. Sachant que je précise que tout ce régime de l'obligation de reprise du distributeur perdure en droit de l'environnement, malgré ou à côté de cette nouvelle filière REP. Évidemment, les coûts de gestion de l'historique. Il y a une possibilité de déduction autre que les produits à double usage. En fait, il y a deux possibilités de déduction. Il y a à la fois celle que je vous ai présentée pour les produits à double usage, et puis il y en a une deuxième ici qui est possible, cette fois-ci pour les producteurs qui peuvent démontrer qu'ils font déjà ce travail-là. Alors, les éco-organismes peuvent déduire, encore une fois, on est dans le peuvent. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura des précisions dans le cahier des charges, il y aura des précisions dans les contrats types qui seront validés par l'administration. Ce n'est pas les éco-organismes qui vont décider seuls, évidemment, de dans quel cas je considère que le travail était bien fait ou pas. Et il y aura au minimum ensuite un travail de surveillance, de contrôle de la part des éco-organismes, puisque comme les producteurs auront transféré leur obligation dans l'éco-organisme, celui qui est responsable aux yeux de l'État, c'est bien l'éco-organisme. Donc, les sommes correspondant à ça peuvent être déduites de la contribution financière donnée par un producteur à un éco-organisme. Alors, il faut que le déchet fait l'objet, d'une collecte séparée, et il y a une définition de la collecte séparée juste après. Vous avez deux types de collecte séparée. Celle qui respecte le décret 7 flux, que vous connaissez certainement très bien, et celle qui fait l'objet de la collecte via l'obligation de reprise du distributeur de la loi LTE de 2015. Vous avez deux flux de déchets qui, les deux, sont constitutifs de ce qu'on appelle la collecte séparée, à distinguer de la reprise. Là, je sens que je vous ai totalement perdu. Je vais me faire engueuler après par Nathalie. Mais non, tu as vraiment été très confus aujourd'hui. Bon. Encore une fois, être clair quand on n'est soi-même pas clair, c'est un peu compliqué. J'essaye de simplifier ce qui est très compliqué, en fait. À côté de la collecte séparée, il peut y avoir la reprise sans frais, évidemment. Il doit y avoir une reprise sans frais. Ces trois critères sont cumulatifs. Donc, il faut qu'il y ait une collecte séparée, une reprise sans frais auprès du détenteur de déchets. Ça, c'est vraiment dans la loi, en tête de la loi, cette obligation de reprise sans frais. Et le déchet doit avoir fait l'objet d'une gestion participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme. Donc l'éco-organisme aura évidemment des objectifs en termes de pourcentage qui seront dans le cahier des charges, qui seront repris dans son arrêté d'agrément. Il devra atteindre ces objectifs en fonction évidemment de la catégorie sur laquelle il est agréé. Je ne les connais pas à ce jour. Peut-être que l'équipe de Valdivia vous en dira plus. Mais en tant que juriste, je ne les connais pas encore. Et c'est amusant parce que les auteurs du décret ont pris soin de noter que l'éco-organisme devra s'assurer qu'il ne s'agit pas de faire du moins cher. Vous voyez,
cette déduction ne doit pas avantager ceux qui se limiteront à faire du moins coûteux. En fait, il y aura un contrôle de l'État sur la qualité de ce circuit-là qui permettrait d'obtenir une déduction de la contribution versée à l'éco-organisme. Mais attention, il y aura quand même une contribution, plus ou moins élevée, mais il y aura toujours une contribution, une obligation d'adhésion. Une personne qui fait ça ne peut pas se dire « je n'ai pas adhéré à un éco-organisme ». Elle doit adhérer, elle doit contribuer, mais elle peut faire de la déduction. Pour déduire, il faut commencer par payer, en fait. Et les auteurs de décrets, effectivement, encouragent aussi les éco-organismes à s'organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui, vous le savez beaucoup mieux que moi, qui ont déjà d'initiatives, qui ont déjà des opérations, qui ont déjà des circuits de collecte et de traitement. Le but, c'est que les éco-organismes les identifient, les accompagnent, en tiennent compte, les améliorent, permettent dans certains cas même une déduction de la contribution. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, ce qui a été beaucoup dit pour la filière. J'ai travaillé pour ce qu'on appelait les 14, et j'ai beaucoup entendu de professionnels dire « mais attendez, pourquoi on fait table rase de tout ce qui marche déjà bien ? Pourquoi il existe des choses ?» C'est quand même très fort dans le décret de dire aux éco-organismes vous n'êtes pas sur une page vierge, vous devez tenir compte de l'existant, et encore une fois, il y a même cette obligation de partenariat pour tenir compte de l'existant et l'intégrer. Le projet de décret va apporter quelques précisions de plus, et je finis en 5 ou 10 minutes, c'est promis. C'est parfait, c'est pour laisser la place aussi aux questions, même s'il y a beaucoup de choses à dire, je comprends très bien. Alors, le décret apporte un certain nombre... Alors, j'en ai déjà parlé du projet de décret. J'ai fait remonter un certain nombre de dispositions du décret en amont. Il y en a certaines que j'ai laissées de côté. Par exemple, toutes les subtilités de la coordination entre éco-organismes, je laisse ça aux experts. C'est tout à fait passionnant, mais je ne suis pas certain qu'à ce jour, vous soyez passionné par la question de la coordination. Peut-être que si, pardon. Mais bon, c'est déjà un poème à soi entier. Là, qu'est-ce qui manque dont je n'ai pas déjà parlé ? Un, la définition de la collecte séparée. Il y a 2 cas. Il y a le cas général. Le principe, c'est que les déchets doivent faire l'objet d'une collecte séparée, soit en fonction du 7 flux, qui est un décret qui vient d'être récemment modifié pour passer de 5 à 7 flux, et pour intégrer en fait les déchets du bâtiment, essentiellement. Et puis le circuit qui existe déjà avec l'obligation de reprise du distributeur. L'essentiel, a priori, dans les années à venir, des déchets du bâtiment transiteront par le premier flux, le fameux 7 flux. Et puis, il y a la possibilité, dans certains cas, alors c'est déjà prévu dans le 7 flux. L'éco-organisme et l'État pourront identifier des possibilités de collecte en mélange lorsque le mélange, pardon de simplifier pour les experts que vous êtes, n'obère pas les possibilités de traitement séparés par la suite. Dans certains cas, on peut mélanger effectivement sans que ça porte atteinte au fonctionnement des filières de réutilisation, de recyclage ou de valorisation. Ça va être du cas par cas. Et on attend évidemment des pressions de l'État. Mais l'État quand même a pris soin de bien dire, attention, il y aura des possibilités de tri simplifié, comme c'est déjà prévu dans le tri 7 flux. C'était aussi une question qui se posait. Est-ce qu'on doit tout séparer et jusqu'à quelle échelle ? Ou est-ce qu'au contraire, il y aura des possibilités de mélange ? Il y aura des possibilités de mélange, même si le décret ne va pas plus loin. Je vous ai remis l'article qui est en fait l'article 7 flux, qui est un article qui est issu d'un décret que vous retrouvez au 543-281. Le principe, évidemment, c'est le tri et la collecte séparés, mais par dérogation, vous avez effectivement, pour certaines catégories de déchets, donc vous voyez, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fractions minérales, ça nous concerne beaucoup, peuvent être conservés ensemble en mélange pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation, conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Donc, voilà, débat à venir. Dans certains cas, la collecte en mélange sera tout à fait autorisée et possible. Il faut distinguer évidemment la collecte de la reprise, tout comme il faut distinguer le réemploi de la réutilisation. Réemploi, c'est les produits, réutilisation, c'est le déchet. Je vous dis ça parce que même dans les décrets et dans les cahiers des charges, à commencer par celui des DEA, déchets d'éléments d'ameublement, réemploi et réutilisation, c'est parfois utilisé de la même manière. C'est un peu dommage parce que dans certains cas, c'est du réemploi de produits, qui sera notamment assuré par les filières de l'ESS. De l'autre, c'est de la réutilisation de déchets. La reprise des déchets, donc ça sera auprès du détenteur, est définie de la manière suivante par le projet de décret.
Elle peut être faite par une installation qui accueille les déchets du bâtiment apportés par leur détenteur. Bon, j'imagine que c'est l'ICPE. Par des entreprises du secteur du bâtiment accueillant dans leurs installations des déchets issus de leur activité, ou par des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d'un chantier lorsque la quantité de déchets produits est supérieure à 50 mètres cubes. On pourrait consacrer la journée à ces fameux 50 mètres cubes. J'ai déjà été interpellé à de nombreuses reprises sur c'est trop, c'est pas assez, comment je le calcule, etc. etc. Encore une fois, on est au niveau du décret. Et puis j'ai quasiment terminé, je vais même être, je pense, un peu en avance. Non, vous êtes dans le timing. S'il y a beaucoup de questions, sinon tout va dépendre des questions aussi. Il y a la fameuse question du maillage territorial qui est traitée par également le projet de décret. Alors, le projet de décret, encore une fois, il traite de beaucoup de questions. Je vous ai dit, il traite des définitions, il traite des possibilités d'agrément des éco-organismes sur une ou plusieurs catégories, il traite ensuite de la coordination entre éco-organismes, de la couverture des coûts, et puis il traite aussi de la question du maillage territorial. Donc ce maillage territorial, on va avoir des précisions dans le cahier des charges. Chaque éco-organisme ensuite aura sa feuille de route sur le maillage territorial, devra tenir compte de ce qui est déjà fait par les collectivités territoriales, première exigence. Le maillage territorial qui sera assuré par un éco-organisme doit tenir compte des plans de prévention et de gestion des déchets et des schémas régionaux, les fameux SRADET. En fait, les régions ont déjà pour obligation de cartographier le maillage de collecte des déchets. Et il s'impose à l'éco-organisme. La collectivité régionale impose à l'éco-organisme à la fois ses objectifs en matière de déchets, ça c'est une autre partie de la loi qui le dit, et la cartographie de son maillage, et y compris les modifications de cette cartographie-là. Alors les éco-organismes ont normalement leur mot à dire sur cette cartographie, mais il n'empêche qu'à la fin, c'est bien la région qui décide, les élus qui décident et qui imposent ce maillage. Alors évidemment, c'est extrêmement sensible, parce que plus ce maillage sera fin, plus évidemment il aura un coût aussi pour son exploitation. Et donc vous voyez bien qu'il y a une dimension politique dans ce maillage. Cette cartographie du maillage doit aussi assurer un niveau de service de collecte satisfaisant pour chaque zone d'emploi au regard de la distance à parcourir entre le lieu de production des déchets et les lieux de leur reprise et au regard des horaires d'ouverture des points de reprise. Donc là, ça va être un formidable chantier pour un certain nombre d'experts pour effectivement identifier ce qu'on entend par zone d'emploi et puis identifier les principaux lieux de production, les principaux lieux de reprise et faire en sorte aussi qu'on puisse jongler avec les horaires d'ouverture. L'idée, c'est évidemment d'avoir des amplitudes horaires les plus larges possibles en combinant les plages horaires d'ouverture des différents points de reprise de cette carte des points du maillage territorial. Il y a une distance qui a été fixée. Vous voyez, ce maillage territorial vise à respecter une distance moyenne entre le lieu de production des déchets et les installations de reprise. C'est évidemment encore assez flou, en tout cas pour le juriste, parce que le lieu de production peut être très divers. Donc on va essayer d'identifier des hotspots de production de ce type de déchets. À défaut de maillage satisfaisant, l'éco-organisme le complète en pourvoyant lui-même à la reprise. Cette distance moyenne est de 10 km, sauf en cas de faible densité, où cette distance peut être alors de 20 km. Ne me demandez pas ce que c'est que faible densité, je ne sais pas. Là, on est vraiment sur des grandes généralités en termes de maillage. Je sens votre déception, mais je ne vais pas vous dire précisément aujourd'hui où est-ce que seront implantés l'ensemble de ces points de collecte et reprise constitutifs de ce maillage. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la maille devra être à 10 km ou 20 km dans certaines zones. J'imagine qu'il y aura une obligation de justification de ce pourquoi on respecte une distance de 20 et pas de 10 km. Bon, mais là, le juriste avoue son incompétence. Ça sera aux experts de nous raconter tout ça. Et puis enfin, j'en finis par là. Il y a toute la question de la gestion opérationnelle. On est face à un éco-organisme financier et opérationnel, en fin de compte. On est effectivement dans l'obligation pour cet éco-organisme de couvrir les coûts de ce qui existe déjà, mais aussi de compléter. On l'a vu avec le maillage territorial. Il va falloir compléter pour assurer cette fameuse distance de 10 à 20 km. Dans ce cas-là, l'éco-organisme doit passer des marchés avec les opérateurs de traitement qui voudront bien soumissionner. La loi AGEC a considérablement renforcé les exigences de rigueur de tous ces appels d'offres qui font l'objet évidemment de débats, notamment de la part des opérateurs de traitement. Et ils ont raison. Est-ce que c'est un appel d'offres public, un appel d'offres privé ? Ce sont des appels d'offres privés qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce, mais il faut être clair que les règlements de consultation de ces appels d'offres et les contrats qui sortent de ces appels d'offres avec le lauréat
sont quasiment des contrats administratifs et des règlements administratifs. Ils sont extrêmement encadrés, l'éco-organisme ne fait pas ce qu'il veut. L'État veut s'assurer que d'un éco-organisme à un autre, il n'y ait pas de dumping et que les appels d'offres correspondent à l'intérêt général et pas à l'intérêt des producteurs de l'éco-organisme lui-même. Donc ça, c'est un vaste chantier, les appels d'offres publics-privés de ces éco-organismes. C'est des appels d'offres de droit privé. La question évidemment centrale dans ces appels d'offres, c'est l'allotissement. Je fais un appel d'offres par catégorie, par quel échelon géographique. Tout ça restera à préciser dans le cahier des charges aussi. L'allotissement, c'est clairement précisé ici. C'est le cahier des charges qui viendra le préciser, les conditions d'allotissement. C'est quelque chose qui est en cours de discussion actuellement. Je crois que j'ai terminé. J'avais juste un dernier slide dans l'ordre des articles de ce décret sur les soutiens financiers aux installations de reprise. Bon, vous aurez l'occasion d'y revenir aujourd'hui dans le cours de cette journée. Je ne voudrais pas être trop long non plus, mais sachez effectivement qu'il y a un certain nombre de conditions qui ont été fixées s'agissant des soutiens qui seront apportés par ces éco-organismes au fonctionnement des installations de reprise sans frais des déchets. Puisqu'il y aura reprise sans frais, il va falloir effectivement que l'éco-organisme fixe dans un contrat type quels sont les soutiens qu'il accorde à ces installations de reprise. Et ce contrat type devra comporter tout ça. Modalité de couverture des coûts, modalité de la collecte séparée, des coûts supportés par toute personne assurant la reprise, modalité de la collecte séparée, etc., etc., etc. J'ai souligné coûts de référence, puisque c'est un sujet qui est très discuté aussi, notamment lors de la consultation publique, certains acteurs s'interrogeant sur le contenu exact de cette expression coût de référence. J'ai été à la fois très incomplet et peut-être trop détaillé. Ce que je veux dire par là, c'est, je répète ce que j'ai dit en introduction, c'est qu'il faut bien comprendre que, pour le juriste que je suis en tout cas, nous sommes en droit des déchets. Et que c'est incompréhension, parce que souvent j'entends dire c'est la filière des produits et matériaux de construction. Non, c'est la filière des déchets. Et donc c'est une autre approche, c'est une autre logique, c'est une autre expertise, c'est un autre droit. On n'est plus dans le code du commerce, on est dans le code de l'environnement. Et donc c'est un dispositif juridique vraiment à part entière, vous voyez, avec plein de spécificités, notamment sur la non-lucrativité, la gouvernance, etc. Bref, c'est un métier. Et heureusement, d'une certaine manière, qu'il y a des acteurs qui sont là pour soulager les producteurs de cette obligation-là. Mais n'oublions pas que l'éco-organisme n'est pas quelque chose d'extérieur aux producteurs. Parfois, il y a des producteurs, parce que j'ai aussi des clients producteurs qui me disent « l'éco-organisme, c'est celui qui m'adresse une lettre pour me dire « j'ai contribué à rien du tout ». Oui, non, mais c'est à vous de faire partir de l'aventure elle-même des éco-organismes. C'est pour ça que je trouve passionnant qu'aujourd'hui, vous ayez des producteurs qui sont déjà membres de Valdelia pour vous montrer que Valdelia, c'est évidemment son président et son équipe, mais ce sont ces producteurs-là qui se sont déjà organisés et qui viennent à la rencontre d'autres producteurs d'autres secteurs. Cette rencontre entre producteurs de différentes filières, je trouve que c'est l'un des grands intérêts de cette journée. Et je vous remercie de votre écoute et de votre patience. Merci beaucoup. Merci. Mais vous restez, Arnaud, parce qu'il y a peut-être des questions quand même à tout ça. Alors, soit vous venez vous installer à côté de moi, soit vous restez là-bas. Alors, on va vous passer un micro. Vous voyez, il y a personne de part et d'autre, donc n'hésitez pas à vous présenter si vous avez des questions complémentaires. Vous avez compris que, évidemment, tout n'est pas encore fixé, donc on n'a pas toutes les réponses. J'ai bien compris. Donc voilà, je crois qu'il y a une première question. Voilà, on va vous tendre le micro. Il y en a une autre. On va se consacrer une 10-15 minutes de questions. On était pile dans les temps, Arnaud. Donc, bonjour maître, bonjour tous. Thierry Voland de la Fédération française des tuiles et briques. D'abord, merci beaucoup d'avoir insisté en début de votre présentation sur les deux responsabilités, celle des producteurs de déchets et celle des producteurs de produits produisant des déchets. Alors c'est vrai qu'on fait cette coïncidence parfois pour toutes les autres filières REP entre ces deux catégories, puisque souvent les produits ont une courte durée de vie et que les producteurs de produits de déchets sont directement responsables des déchets qui arrivent sur le marché, du fait de cette courte durée de vie. Je pense que la singularité de cette nouvelle filière REP, c'est que les déchets qui sont produits datent parfois de 50, 100 ans, 150 ans. Et que le lien entre l'origine des déchets, les producteurs qui ont produit ces déchets et les producteurs qui mettent sur le marché aujourd'hui des produits, il est distendu. Et que la loi le prévoit, il y a
il y a des catégories de déchets qui n'ont plus de producteurs, qui sont orphelins, ou même des déchets qui relèvent de produits qui sont maintenant interdits à mettre sur le marché. La loi, donc L541-10, prévoit que les producteurs qui mettent sur le marché aujourd'hui des déchets puissent prendre en charge des déchets qui sont orphelins, moyennant, la loi le dit, alors aussi à interpréter, une juste rémunération. Or, le principe même du décret va bien au-delà de la loi et impose une reprise conditionne la reprise sans frais qu'à un seul critère, le niveau de tri et cette collecte séparée. Et ne le lie pas du tout à l'historicité des déchets. Est-ce que ce point, donc, qui ne concerne pas seulement l'amiante, mais qui concerne potentiellement beaucoup de déchets qui sont générés, est-ce que ce point, en fin de compte, est le point faible constitutionnellement, juridiquement, du décret et même du principe même de la REP? Merci. Alors, je vous réponds, excusez-moi, et vous avez 1000 fois raison. En fait, lorsqu'on regarde les travaux parlementaires, ça a été quand même un sujet. Est-ce que c'est juste de demander à des producteurs aujourd'hui, je monte ma boîte, je mets sur le marché des produits, est-ce que je dois payer pour les erreurs, peut-être même parfois en tout cas, est-ce que je dois payer pour la collecte et le traitement de déchets issus de produits de mes concurrents, peut-être morts depuis des décennies? Le législateur lui-même a voulu dans la loi, donc en fait l'auteur du décret n'avait pas de marge de manœuvre sur ce point-là, même si on sait très bien que parfois l'auteur de la loi et l'auteur du décret c'est les mêmes personnes, mais en l'occurrence le 541-10-23 qui prévoit l'organisation de la filière, prévoit déjà cette reprise en charge de l'historique. Donc en fait, est-ce qu'on pourrait dire le décret est illégal parce qu'il impose une obligation qui ne serait pas prévue par le législateur? Non. Pour répondre à votre question, juridiquement, je suis obligé de dire non, le législateur l'a déjà prévu. Alors après, on peut toujours dire j'attaque la loi, mais je ne vois pas ce qui dans la Constitution s'y opposerait. C'est un choix politique qu'on peut trouver injuste, mais le droit et la morale, c'est deux choses différentes. Mais ça a été en tout cas un débat, vous en êtes l'un des acteurs de ce débat bien plus que moi, absolument crucial, vous avez raison bien sûr. Oui, bien sûr. D'autres questions? Vous avez vu que les monuments funéraires ne sont pas... Il y a une question par ici, je vous en prie. Bonjour, ça marche? Oui, je vous entends. Oui, bonjour monsieur. Hervé Sirena, donc je suis le vice-président de la commission REP à la FNAD et directeur délégué aux filières REP chez Suez. J'avais 3 remarques. La première, vous nous dites en effet que finalement les relations contractuelles entre éco-organismes et opérateurs devaient être plutôt encadrées quelque part pour éviter le déséquilibre potentiel, puisqu'on voit bien finalement que les acteurs, les éco-organismes, d'abord se concentrent de plus en plus et sont quand même de fait dominants. Et que pensez-vous du fait que ces cahiers des charges, finalement, sous couvert de simplification, aujourd'hui, ne reprennent absolument pas les lignes directrices 2012, qui auraient d'ailleurs besoin d'un toilettage. Donc ça nous inquiète vraiment en tant que professionnels, parce que ces lignes directrices, elles n'ont pas été mises pour rien, c'est parce que justement, on avait besoin d'un encadrement pour trouver un certain équilibre. Donc on ne les a plus. Donc quand vous nous dites aujourd'hui, oui, l'administration, les pouvoirs publics sont finalement très conscients et très protecteurs de ce point de vue-là, nous, on observe sur le terrain le contraire. Premier point. Deuxième point, d'ailleurs, qui est un peu la suite logique de ça, on est assez inquiet aussi avec le développement de ces filières REP, de voir certains acteurs, certains éco-organismes, parce que c'est déjà dans les faits. Et donc, on se demande, finalement, est-ce que cette tendance va se développer dans le temps, à concurrencer directement les opérateurs sur des opérations. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit légitimement, mais ce que nous pensons, c'est que de par leur position dominante, il faut quand même très encadrer ce type d'initiative, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord ? Et dernière, alors ça c'est 2 remarques d'ordre général. Et troisième remarque, c'est sur la REP MCB.
Nous, notre inquiétude porte sur le fait que vous dites, oui, le législateur prévoit quelque part le mélange, mais en état de cause, dans tout état de cause, il ne prévoit pas le soutien. C'est-à-dire qu'on dit, tout ce qui est trié, c'est la reprise à zéro, très bien, et le mélange, finalement, ça ne change pas. On se dit, finalement, pourquoi une REP, finalement, si ça devient juste une REP des déchets triés, donc on comprend pourquoi, il y a des raisons économiques aussi, alors qu'on sait très bien qu'il y aura des déchets en mélange de fait, tout simplement pour des contraintes techniques, pour des petits artisans qui ne pourront pas trier, pour des problèmes. Et en plus, si on ne soutient pas, alors j'ai pas dit au même niveau, on ne va pas les reprendre gratuitement, mais le fait qu'il n'y ait même pas de gradation et que finalement on reste au statu quo en disant le détendeur va payer plein pot, on ne va pas inciter finalement à ne serait-ce que prendre en compte ces déchets en mélange. Et donc, du point de vue du premier objectif de la loi, qui était de dire on va s'occuper quand même des dépôts sauvages, nous, on a quand même de sacrés doutes. Voilà les 3 remarques que je voulais faire à ce sujet. Merci à vous. Voilà, beaucoup de points soulevés. Oui, enfin, c'est un témoignage et je vous en remercie. Alors, c'est toujours difficile pour un juriste de répondre à un témoignage d'une personne qui vous êtes mieux placé que moi, puisque vous êtes au cœur de ces discussions pour avoir un avis tout à fait légitime. En tant que juriste, la seule chose que je puisse rappeler, pas à vous, parce que vous le savez beaucoup mieux que moi, mais peut-être à ceux qui ne le savent pas, c'est ce principe d'indépendance de l'éco-organisme vis-à-vis des opérateurs de traitement. L'éco-organisme, en tout cas aujourd'hui en France, ne peut pas assurer des missions qui sont celles des opérateurs. Et il y a ce principe d'indépendance entre les deux qui est fixé. Sur la simplification, vous savez... Oui. Indépendance d'ailleurs et principe de non-lucrativité, finalement les gens ont tendance à se dire, puis finalement l'éco-organisme il est neutre. Il n'est pas neutre du tout, il faut quand même penser le fait qu'il représente les metteurs en marché. Ce point quand même mérite d'être souligné. Voilà. Alors, il représente des metteurs sur le marché, mais il représente les metteurs sur le marché dans le cadre d'un multifilière qui peuvent être issus de plusieurs filières. À l'intérieur du même filière, il représente des metteurs sur le marché qui peuvent être concurrents. Bon, dans la pratique, il n'y a pas un bloc monolithique. Les représentants des différentes fédérations le savent bien. D'ailleurs, si vous regardez la filière des déchets d'éléments d'ameublement, il y a bien 2 éco-organismes. C'est aussi parce qu'historiquement, je ne vais pas refaire l'histoire, un certain nombre de producteurs ont souhaité ne pas s'associer à d'autres. Donc, qu'il y ait une pluralité d'éco-organismes, c'est aussi une garantie qu'il n'y ait pas de position dominante. 2, tout ça est sous le contrôle de l'autorité de la concurrence, qui rend de plus en plus d'avis. Si vous estimez en tant qu'opérateur, et ça a été le cas, vous avez un certain nombre d'avis d'autorité de la concurrence, je ne sais pas combien il y en a exactement aujourd'hui, je me parle vers le spécialiste Florian Ferjeux, qui connaissait, j'espère, il y en a plusieurs dizaines, essentiellement à propos des co-emballages, et parfois avec des sanctions. Donc il y a aussi ça qui est possible. Et puis rappelons également qu'il y a ces appels d'offres. Vous avez parlé de la simplification. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il faut qu'on se dise tous les choses. Tout le monde est pour la simplification. Mais lorsqu'il y a un projet de texte, tout le monde vient avec ses propositions d'amendement. Vous regardez par exemple les appels d'offres. Aujourd'hui, tout le monde dit les appels d'offres des éco-organismes, c'est vraiment trop compliqué. Il y a plein de règles, il y a plein de ceci, il y a plein de cela. Sauf que qu'est-ce que je vois? Des producteurs qui me disent ça serait pas mal quand même que dans le décret, il y ait telle et telle exigence qui soit passée sur le régime juridique des appels d'offres. En fait, tout le monde veut la simplification, mais à son échelle, on veut aussi des règles par rapport à son activité, à ses intérêts. C'est humain. Donc c'est pour ça que je dédouane un peu l'administration. L'administration sait beaucoup produire de textes. On l'a vu en cette période sanitaire. Le moindre décret a fait l'objet de 53 modifications derrière le journal officiel. Mais en même temps, vous le savez aussi, les acteurs eux-mêmes sont demandeurs de particularisme dans ces textes-là. Alors, je sais que c'est particulièrement intéressant, mais je vois le temps filer. On a beaucoup encore de témoignages. Peut-être une dernière question avant de marquer la pause. Oui, alors ça va être compliqué. Alors, posez votre question, mais simplement. Je vous en prie, monsieur et peut-être madame. On va prendre les deux en même temps, comme ça vous pourrez répondre, Arnaud, et puis je vous en prie. Oui, ma question est de savoir ce qu'on peut attendre du rôle des coordinateurs qui auront peut-être affaire à plusieurs éco-organismes dédiés à un type de produit, enfin le déchet lié au produit. Et vont-ils par exemple dire si l'éco-contribution proposée par tel éco-organisme est 2 fois supérieure à l'éco-contribution proposée par le concurrent, quel est le rôle du coordinateur? Que fera-t-il dans ce cas? Alors peut-être Arnaud, puis on va pouvoir passer le micro à madame. Mais allez-y. Oui, parce que malheureusement, c'est une question assez technique dont je n'ai pas tous les éléments de réponse parce qu'il y aura évidemment une coordination qui va être mise en place avec probablement un arrêté cahier des charges pour le éco-organisme coordinateur.
Voilà, donc il y a des modulations, il y a des plafonnements de la contribution. Dans ce cas-là, pour les déchets amiantés aussi, il y a une histoire de 15%. Donc, voilà, je vous propose de le prendre à l'état de témoignage et de reposer votre question aux prochains intervenants. Moi, je voulais simplement savoir quelles étaient les garanties, Arnaud, offertes aux entreprises qui existent déjà sur la filière reprise, etc., et donc reprise payante, donc qui vont passer sur un autre régime. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement en droit peut-être un petit conflit, je ne sais pas. Alors, une entreprise qui aujourd'hui assure une reprise payante des déchets peut continuer. En droit, si vous voulez, elle peut le faire. Alors là, vous allez me dire, c'est de la théorie, ça n'a pas grand intérêt, puisque dans la pratique, elle va être concurrencée par des filières de reprise sans frais. Reste que les auteurs du décret, comme je vous l'ai montré, sont censés aider ces filières, enfin ces opérateurs, à passer au sans frais, et sont censés en tenir compte aussi, parce que c'est dommage de se priver d'un certain nombre de plateformes. Moi, j'ai un client qui fait de la reprise payante de déchets du bâtiment. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est une remise en cause lourde. Mais, un, il a le droit de continuer à le faire. Et deux, moi, ce que je lui conseillerais, c'est de tout de suite rentrer en contact avec l'administration et les éco-organismes pour savoir concrètement comment il va assurer la transition vers de la reprise sans frais. Mais je suis dans la théorie. Hein. C'est plutôt aux opérationnels de vous répondre sur comment ils comptent gérer cette préoccupation tout à fait légitime. Alors, la dernière question, allez-y. Oui, merci. Emmanuel Beaurepaire au Système Pro. J'avais une petite question sur le statut des metteurs en marché qui sont à l'étranger et qui veulent passer par un mandataire. C'est quelque chose qui n'est pas dans la réglementation, mais qui existe aujourd'hui et qui est un intermédiaire entre un metteur sur marché. Je ne sais pas s'ils sont nombreux dans le secteur des produits et matériaux de construction, mais dans d'autres filières, il y en a un certain nombre, et donc qui passent par un mandataire pour gérer leurs obligations et leurs déclarations notamment. Je vais encore me défausser, mais vous avez l'expert international des mandataires, M. Bruno Mouzet. On en a beaucoup parlé. La possibilité de passer par un mandataire est reconnue en droit de manière générale. Il n'y a pas de spécificité à cette filière sur la possibilité d'avoir recours à un mandataire. Il y en aura peut-être dans le cahier des charges qui va être... Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment Valélia anticipe cette question de plusieurs, effectivement, distributeurs, notamment étrangers, qui passeraient par un mandataire pour être représentés. Il existe déjà des contrats mandataires qui sont signés par Valélia. Vous avez une réponse pour Mosé ? On l'aura après la réponse. C'est parfait parce que ça fait le lien, parce que notamment Bruno Mouzet va monter sur scène dans un instant. Donc moi, ce que je vous propose, il y a peut-être beaucoup de choses. Arnaud, vous restez un tout petit peu. On ne sait jamais au moment du café s'il y a 2-3 questions qui viennent de la part des intervenants. Alors, on va faire une des participants. Et donc, on va faire une petite pause, on va dire d'une quinzaine de minutes, et se retrouver ici pour la suite, parce qu'on a vu, évidemment, la loi, les obligations. On va voir concrètement ce que ça représente pour un éco-organisme. Donc après la pause, vraiment dans un quart d'heure à peu près. Merci beaucoup.